Bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur ce webinaire organisé conjointement par la France, la Belgique et les Pays-Bas, qui va être consacré d'une part à la question de la santé globale et d'autre part à la co-tutelle de thèse en articulant les deux sujets. Et nous aurons deux tables rondes, mais avant de présenter les intervenants de la première table ronde, je voudrais euh, passer la parole à Madame l'ambassadrice de France en Belgique, Madame Hélène Farnaud-Defromont, et puis à Monsieur l'ambassadeur de France auprès du Royaume des Pays-Bas, Monsieur Louis Vassy. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire dédié aux coopérations sur la santé globale entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Je suis moi-même ambassadrice de France en Belgique. Je salue mon collègue Louis Vassy, qui est ambassadeur aux Pays-Bas. Et je voudrais remercier bien sûr l'ensemble des participants et nos partenaires, Campus France en particulier. Alors évidemment, les mois que nous venons de vivre ont montré l'importance primordiale de la coopération dans le domaine de la santé. Il se trouve que c'est un domaine d'excellence de la coopération franco-belge, puisque la France est le deuxième partenaire de la Belgique en matière de copublication scientifique, qu'il existe un grand nombre de co-tutelles de thèse, par exemple, et c'est sans doute le domaine principal de coopération pour ce qui nous concerne, donc en Belgique. Ce webinaire va vous permettre d'échanger, de faire des échanges d'expériences, de pouvoir approfondir, renforcer des coopérations qui existent déjà, peut-être lancer des pistes pour de nouvelles coopérations à l'avenir. Et c'est évidemment tout le sens de cette proposition, de ce séminaire numérique qui vous a été proposé. Je voudrais également signaler qu'en Belgique, évidemment, la dimension européenne n'est jamais très loin de toutes les coopérations que nous pouvons mener, et en particulier sous l'angle des universités européennes, le système des consortiums ou consortia a reçu un succès absolument phénoménal avec une dizaine de consortia, dont 6 avec des universités françaises. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons échanges et j'espère donc très bientôt que tout cela pourra se concrétiser et que bien sûr l'année 2021 sera plus facile pour nous tous que l'année 2020. Merci beaucoup. Madame l'ambassadrice, chère Hélène, je souhaite à mon tour la bienvenue à tous les participants à cette journée consacrée à nos coopérations bilatérales en matière de recherche, spécifiquement dans le domaine de la santé globale. Nous avons, entre la France et les Pays-Bas, une très riche coopération en matière de recherche. Mais nous savons également que nous avons des marges de progrès et il est évident que le domaine de la recherche médicale en fait partie. Il s'agit d'un domaine absolument crucial pour tous nos pays, comme la crise de la Covid-19 vient de le rappeler. Et j'espère que, grâce à ces journées, les mobilités étudiantes, les mobilités de chercheurs, déjà nombreuses, pourront encore être renforcées. Nous avons en France, comme aux Pays-Bas, des pôles d'excellence dans le domaine de la recherche médicale et j'espère que ceux-ci pourront multiplier les collaborations dans les années à venir. Pour cela, nous devons évidemment réfléchir à la manière de mieux organiser nos coopérations et veiller à lever les freins qui existent parfois encore. Je pense par exemple au partage de données qui est évidemment essentiel dans le domaine de la recherche et qui doit pouvoir être facilité dans le respect de la protection des données individuelles des patients. Car au-delà de la recherche et des coopérations que nous mettons en place, c'est aussi une vision que nous voulons promouvoir, celle d'une recherche ouverte, d'une liberté académique complète qui lie nos pays, la France, les Pays-Bas et la Belgique. C'est pour cela que j'espère que de nombreux jeunes chercheurs pourront, grâce à ces journées, trouver des raisons de travailler ensemble entre nos pays. Ils le feront évidemment dans l'intérêt de la recherche, dans leur intérêt propre, dans l'intérêt de nos pays et bien entendu dans l'intérêt de l'Europe qui doit et peut être une grande puissance de recherche à l'échelle internationale. Voilà, je remercie
Madame l'ambassadrice et Monsieur l'ambassadeur. Et je vais maintenant passer la parole à Madame Béatrice Kayat, directrice de Campus France, qui nous fait l'honneur d'intervenir à l'inauguration de ce webinaire. Merci beaucoup, Karl, et merci aux ambassades de France en Belgique et aux Pays-Bas pour l'organisation de ce séminaire qui, je crois, Maëlle le disait tout à l'heure, rassemble déjà plus de 170 personnes. Donc, c'est un beau succès d'ores et déjà. Effectivement, la recherche et la recherche en santé globale aujourd'hui prend toute son importance. Vous savez que, évidemment, la France est très engagée dans la recherche et la coopération avec nos partenaires européens, et notamment belges et néerlandais. En France, les doctorants forment 42%, enfin 42% plutôt des doctorants sont internationaux en France. Et bien sûr, nous avons tous intérêt à renforcer leur présence et la coopération internationale en matière de recherche. Alors là, puisqu'on nous voyons un dessin de Vincent Rif, je voulais aussi saluer, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait intervenir Vincent Rif dans ce séminaire. Donc, merci aux organisateurs qui ont pris cette initiative. Je voulais juste souligner que, donc, en tant que Campus France, nous gérons les PHC, donc les programmes Uber-Curiens pour la Belgique, donc le PHC Tournesol, pour les Pays-Bas, le PHC Van Gogh. Et ces PHC qui sont financés par les deux pays génèrent et financent des mobilités de chercheurs, ce qu'il faut évidemment faciliter. Et enfin, le département, donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, va abonder aussi cette année un fonds, donc un fonds MOBGA, donc Make Our Planet Great Again, qui pourra financer des doctorants et des post-doctorants qui viendront faire des recherches en France, notamment justement en matière de santé globale. Donc, merci beaucoup à ce séminaire dont les participants, je pense, est très intéressant et très important. Merci à Vincent Rif, merci à tous les participants. Et puis, je crois que nous nous donnons rendez-vous les 17 et 18 juin prochains, en principe à Rotterdam. On espère tous pouvoir se retrouver de visu. Et puis, sinon, par Internet en distanciel. Merci à tous et bravo pour ce très beau séminaire. Merci, Karl. Merci Béatrice pour votre intervention et merci également, j'en profite, aux ambassades qui ont organisé ce webinaire et qui donc, comme je l'indiquais en préambule, comportera deux tables rondes, l'une sur les possibilités de coopération scientifique en Europe dans le domaine de la santé globale et l'autre sur comment favoriser l'éco-tutelle de thèse. Évidemment, les deux thématiques se croiseront dans les interventions des différentes personnes qui participent à ce webinaire. Alors, avant de lancer la première table ronde proprement dite, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui sera appelé à jouer un rôle important dans ce webinaire. C'est M. Christian Seemans, qui, je suis bien certain, va activer sa caméra. Le voici. Merci Christian, qui est donc chargé de mission pour la coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France aux Pays-Bas. Et qui donc se chargera de réunir vos questions dans la section questions et réponses, de préférence, si vous voulez bien, et je m'adresse au public nombreux qui est avec nous ce matin, si vous voulez bien poser vos questions dans la section questions et réponses plutôt que dans la section chat. Cela permettra à Christian Seemans de les récupérer et une fois que les premières interventions auront eu lieu, de les relayer auprès des participantes et des participants. Donc, merci Christiane et on se retrouve dans quelques minutes. Et je vais donc ouvrir la première table ronde consacrée à la possibilité de coopération scientifique dans le domaine de la santé globale en Europe.
et j'ai le plaisir donc d'accueillir alors nos deux participantes. Il devait y en avoir trois, malheureusement, je crois que, et pour des raisons que j'expliciterai dans un instant, le troisième n'a pas pu se joindre à nous. Donc j'accueille avec plaisir Madame Virginie Sivan, qui est docteur en biologie et qui a été directrice adjointe au sein de la direction des affaires européennes du CEA et qui occupe depuis 2018 des fonctions au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France. Madame Sivan représente notamment la France dans plusieurs comités de programme, dont celui sur la santé, et elle interviendra en premier pour faire une présentation globale des outils européens dans le cadre de H2020, mais bien sûr aussi dans la perspective du prochain PCRI, c'est-à-dire Horizon Europe. Quant à Madame Connie Bézina, qui est professeure de cardiogénétique moléculaire à l'Université d'Amsterdam et qui est spécialiste des maladies cardiaques héréditaires chez les jeunes et les adolescents. Elle interviendra pour nous présenter des exemples de partenariats dans son domaine de spécialisation et elle pourra aussi nous faire part peut-être de son expérience comme membre de l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences dont elle est membre depuis 2017, éventuellement les liens que celle-ci peut jouer dans le développement de réflexions sur la santé globale. Et donc, malheureusement, je confirme que nous ne pourrons pas bénéficier de l'intervention du troisième participant, M. Pierre Van Damme, professeur à l'Université d'Antwerp, car il est retenu ce matin même par une importante réunion auprès des pouvoirs publics concernant les questions de vaccination en Europe et en Belgique. C'est ainsi, et donc nous allons procéder de la façon suivante. Je donnerai successivement la parole à Madame Sivan, puis à Madame Bézina, et puis peut-être poserai-je quelques questions internes à la table ronde avant de laisser la parole aux participants nombreux à ce webinaire. Voilà. Madame Sivan, Virginie, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation et pour cette invitation. Oui, en fait, je voulais commencer par peut-être vous dire quelques mots sur la situation actuelle et sur la préparation d'Horizon Europe. D'abord, pour vous dire que quelques mots de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est intervenue au 12e sommet de santé mondiale à Berlin récemment, au mois d'octobre, et qui a vraiment insisté sur le besoin d'être mieux préparé pour les futurs challenges en santé. Et qui a répété que les challenges globaux associés au climat, au commerce et à la santé vont continuer à être à l'origine de nouveaux challenges dans le domaine de la santé globale, et que l'Union européenne devait être prête et devait se préparer et devait prendre plus de responsabilités dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est vraiment un message important de la Commission européenne. C'est vrai que nous sommes dans une situation actuelle de pandémie, et c'est vrai que c'est un enjeu majeur de la santé globale. Alors, la Commission européenne, dans le cadre de en réponse à cette pandémie, s'est beaucoup investi pour répondre justement de manière globale à cette pandémie, a beaucoup collaboré avec des organisations internationales justement pour mieux répondre à cette pandémie. Et puis au niveau recherche-innovation, un gros investissement a été fait dans le cadre d'Horizon 2020 pour répondre à cette pandémie de Covid-19, avec à la fin d'Horizon 2020, plus d'1 milliard d'euros auront été investis en recherche et innovation dans ce domaine. Donc aujourd'hui,
la période est une période de fin de programme d'Horizon 2020 et un démarrage du nouveau programme cadre de recherche et d'innovation Horizon Europe démarrera en 2021 pour une durée de 7 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période de négociation de ce nouveau programme. Beaucoup d'initiatives aussi en ce moment sont prises par la Commission européenne, donc avec par exemple donc le plan de relance que vous connaissez tous contre la pandémie actuelle, qui s'appelle Next Generation EU, un plan de relance qui va bénéficier à Horizon Europe, mais également une nouvelle agence qui va être créée, dont le nom est ERA, qui est Health Emergency Preparedness Response Authority. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'initiatives en fait autour de la santé globale. Et puis, Horizon Europe, qui est en train d'être discuté. Alors, Horizon Europe, c'est quoi? C'est le nouveau programme cadre de la Commission européenne. Donc, c'est un programme qui est divisé en 3 grands piliers, donc qui va financer les sciences d'excellence, tout ce qui est problématique mondiale et compétitivité industrielle européenne, et enfin un pilier qui concernera plus l'Europe innovante. Alors je vais pas trop, je vais surtout peut-être vous donner un aperçu du cluster santé, finalement, de la partie santé, pour vous donner les grands axes en fait qui vont être mis en œuvre dans le cadre de ce programme et qui vont permettre de financer de la recherche et de l'innovation. Donc il y a 6 grands domaines d'intervention qui seront financés sur les 7 années d'Horizon Europe. Alors, le premier domaine d'intervention concerne la santé tout au long de la vie. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de comprendre la transition entre la bonne santé et la transition vers les maladies. Un deuxième domaine d'intervention qui concerne les déterminants environnementaux et sociaux en matière de santé. Donc, vraiment, l'idée, c'est de regarder l'effet des différents déterminants et notamment de l'environnement sur la santé. Un axe également sur les pathologies, donc d'une part les maladies non transmissibles et rares, avec notamment un plan cancer qui va être lancé à la fin de cette année. Un axe sur les maladies infectieuses, donc ça inclut évidemment les maladies émergentes, les maladies réémergentes, avec notamment un partenariat Europe-Afrique sur toute la problématique des maladies infectieuses et la mise en place d'essais cliniques avec l'Afrique subsaharienne. Également un domaine d'intervention sur le développement des outils et de toutes les technologies numériques pour la santé et les soins de santé. Et enfin, un domaine sur les systèmes de soins et de santé afin d'assurer en fait l'accès à des soins de santé durables et de bonne qualité à l'ensemble des citoyens. Donc, et dans cet objectif-là, évidemment, la transformation digitale et les données de santé sont extrêmement importantes. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Le programme est encore en cours de discussion. Nous avons quelques éléments budgétaires en fait sur ce programme, mais le budget est encore en discussion. Donc le budget actuellement discuté serait autour de 85 milliards d'euros pour l'ensemble du programme sur les 7 ans. Donc un budget augmenté par rapport à Horizon 2020. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, si je puis dire, des programmes. Et donc, je vais passer
sans plus tarder la parole à Madame Bézina, qui va intervenir et qui va nous parler des partenariats qui ont été construits dans son domaine, notamment avec, si je ne me trompe pas, l'Université de Nantes. Hein. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je suis Corinne Bézina et je suis un professeur de cardiogénétique moléculaire à Amsterdam. Et je fais une recherche sur la base génétique de maladies cardiaques et des maladies qui sont associées avec une mort subite chez les jeunes. Et ce sont des maladies rares. C'est un domaine où la coopération internationale à un niveau global est très, très important parce que ce sont des maladies rares. Donc, pour pouvoir il faut coopérer pour pouvoir faire face à cela parce qu'il faut rassembler assez de données pour pouvoir faire de la recherche qui ait un sens. Donc, je voudrais parler de notre expérience en coopération avec l'Institut d'Othorax à l'Université de Nantes, qui a commencé il y a presque 13 ans. Donc, il y a presque 30 ans, pardon. Donc, on est déjà dans la 4e décennie de notre coopération entre ces deux différents instituts. Donc, à la base, notre coopération a commencé à la fin des années 80, au début des années 90, entre le professeur Arthur Wader de l'Université d'Amsterdam, du centre médical, et le professeur Elias Kant de l'Institut Thorax, avec la première publication qui est apparue à la fin des années 80. C'était le début d'une coopération très, très fructueuse entre ces deux instituts scientifiques et avec plus de 50 publications au cours des années. Et cette coopération s'est concentrée sur beaucoup d'aspects. C'est très, très important que les deux groupes ont partagé une curiosité scientifique. Donc, il y avait une curiosité scientifique sur le même sujet entre Amsterdam et Nantes en ce qui concerne l'aspect génétique de ces maladies héréditaires et aussi en ce qui concerne les mécanismes qui mènent à ces morts subites. Donc, une curiosité scientifique partagée, c'était vraiment donc au cœur de cette coopération dès le début. Un autre pilier très important qui a nourri cette coopération était le partage d'expertise. C'était l'expertise complémentaire entre les deux groupes, apprenant constamment l'un de l'autre, constamment produisant des échanges scientifiques et partageant l'expertise. Et ce partage d'expertise était aussi stimulé par un échange de 9 fellows qui voyageaient entre Nantes et Amsterdam pour des périodes de temps variées où ils ont été exposés aux différentes cultures de recherche dans les deux groupes, ce qui a contribué bien sûr à leur formation scientifique. Et comme je l'ai dit au début, cette coopération a été extrêmement bénéficiaire pour la recherche parce que, comme je l'ai dit, le nombre de patients sur chaque site est très, très petit. Donc, il faut vraiment rassembler nos connaissances. Et aussi, comme la coopération Amsterdam-Nantes a grandi, cela a formé un effet boule de neige où on a aussi rassemblé d'autres centres, par exemple en Italie, en Espagne, et aussi au niveau global. Et on voit ceci dans les différentes bourses qu'on a pu obtenir au cours des années. Et cette coopération a été reconnue, a reçu plusieurs prix au cours des années et a été soutenue par plusieurs initiatives de financement. Donc, par exemple, le prix Descartes, c'est un prix qui a été décerné par le gouvernement français et néerlandais en 1995 pour montrer la coopération scientifique entre les deux pays et porter ça à l'attention d'autres chercheurs et au public. Le professeur Denis Kant était la première personne qui a été primée en 1995 et ensuite il y a eu un prix en 2009 et puis Julien Part a reçu ce prix de Nantes
Et bien sûr, avec ce prix, il y a une somme qui a été investie dans la coopération. La coopération a été soutenue par la Frankrok, l'initiative par l'Académie France néerlandaise, qui est financée par le ministère de l'Éducation et des Affaires étrangères, et ça vise à renforcer la coopération entre les instituts en France et aux Pays-Bas. Et la coopération a été aussi importante, a aussi été financée par la finance à la turque qui a rassemblé a aussi permis une coopération avec des instituts avec les États-Unis. Et donc, ça fait partie de l'effet boule de neige qui a résulté de cette coopération franco-néerlandaise au départ. Plus récemment, la coopération a été soutenue par la Société de cardiologie. Dr. Julian Bart a reçu un prix et récemment par le programme européen des maladies rares de l'Union européenne. Et bien sûr, donc, ceci est un phare en ce qui concerne la coopération. Et les équipes de Nantes et d'Amsterdam participent dans le réseau européen, l'IEN. Et un développement récent qui nous commençons à explorer, mais on n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais j'espère que c'est quelque chose qu'on va pouvoir renforcer au cours des années, c'est d'explorer des opportunités pour les tutelles de thèse entre l'Université d'Amsterdam et de Nantes, mais aussi avec d'autres institutions. Et par exemple, une initiative a déjà été financée, c'était le Next Initiative, mais ça commence tout simplement. Et je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais c'est quelque chose que nous explorerons, je l'espère, dans les années à venir. Je vous remercie. Thank you very much. Intervention. Donc, avant de passer la parole au public, je rappelle que vous pouvez poser des questions dans la section questions et réponses qui est à votre disposition. N'hésitez pas. Peut-être une ou deux questions pour les deux intervenantes, Virginie Sivan et Connie Bézina. L'ambassadeur de France aux Pays-Bas, dans son propos introductif, a souligné l'importance de la construction d'une Europe de la donnée, d'une Europe des données pour renforcer les partenariats. Est-ce que vous pourriez nous dire comment chacune de votre point de vue, chacune du point de vue de votre ministère, de votre université, cette ambition se décline? Comment est-ce que vous allez intégrer et comment est-ce que vous intégrez déjà cet objectif-là dans l'accompagnement des équipes, dans l'accompagnement des partenariats? Madame Bézina, vous voulez commencer peut-être? Bien sûr. Ça, c'est un aspect très, très important et ça concerne aussi le partage des ressources dans mon domaine. Et donc, bien sûr, rassembler les données génétiques est au cœur de ce que nous faisons. Et ça, c'est quelque chose qui doit se passer de plus en plus depuis l'arrivée de la protection des données, des règlements de la protection des données. C'est devenu bien sûr beaucoup plus difficile parce qu'il faut faire très, très attention aux données génétiques, mais en ce qui concerne la recherche par rapport aux maladies rares, ce qui est très, très important, c'est clarifier les aspects réglementaires et faciliter les échanges de données génétiques d'une forme ou d'une autre. Aussi, il faut pas que ça devienne un obstacle. Il y a différentes institutions en Europe se démènent pour mettre en œuvre ces règlements et beaucoup de chercheurs trouvent qu'ils passent beaucoup de leur temps à s'assurer qu'ils adhèrent à ces règlements. C'est très important, bien sûr, mais ces règlements devraient être aussi
il faut pouvoir les adresser, disons, y faire face. Mais enfin, c'est devenu donc à nouveau, c'est devenu plus difficile, bien sûr, c'est devenu un nouveau défi, mais il faut prendre ça en compte. Et peut-être il faut qu'on les aide un petit peu à faire face à ces défis. Virginie? C'est vrai que c'est une question qui est extrêmement importante, la question des données dans les projets de recherche en santé. Parce qu'on a besoin, plus on a de données et plus on aura la possibilité d'avancer sur les sujets. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est l'accès aux données, la qualité des données, l'interopérabilité des données, la possibilité de les échanger déjà au sein d'un pays, parce que c'est déjà compliqué, et puis après de les échanger entre pays. Donc ça, c'est encore une autre échelle. Mais je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement bien identifiés et qui font l'objet de beaucoup de travaux et de projets. Alors au niveau français, il y a une infrastructure de données qui s'appelle le Health Data Hub qui est en train d'être mis en place. Et c'est vrai qu'au niveau européen, il y a énormément de projets aussi dont le but est de faciliter ces échanges de données. Donc c'est vraiment un objectif qui est vraiment important si on veut que les projets dans le domaine de la santé aillent plus vite, et si on veut justement pouvoir utiliser, parce que il y a énormément de données, mais le problème, c'est que c'est difficile de pouvoir les utiliser. Donc oui, c'est vraiment un sujet extrêmement important, mais l'Europe s'en est emparée et justement va financer beaucoup de projets sur ces sujets-là. Merci. Peut-être une deuxième question, si vous voulez bien, qui, je pense, est susceptible aussi de vous impliquer l'une et l'autre. Parmi les nouveaux instruments d'Horizon Europe figurent ce qu'on appelle des missions. Des missions qui ont pour ambition notamment d'atteindre des objectifs chiffrés à un moment donné, et aussi d'impliquer le public, enfin de montrer que la recherche européenne a un impact sur le public et que le public bénéficie de la recherche européenne. Et l'une de ces 5 missions, c'est une mission sur le cancer. Qui s'est fixé comme objectif de sauver 3 millions de vies à l'horizon 2030. Est-ce que, Virginie, vous pouvez nous dire comment, du point de vue du ministère de l'État français, on se prépare pour ces missions? Et vous, Madame Bézina, est-ce que cette mission sur le cancer, est-ce que c'est un sujet de réflexion? Est-ce que ça a suscité des réflexions au sein de l'Université d'Amsterdam, sachant que les Pays-Bas ont été très, très constructifs pour essayer de s'approprier les missions du futur programme et de les intégrer dans une politique propre à la recherche menée aux Pays-Bas. Virginie, si vous voulez peut-être dire un mot à ce sujet. Oui, donc ces missions, ce sont des nouveaux instruments dans Horizon Europe qui n'existaient pas dans Horizon 2020. Donc effectivement, l'objectif, c'est vraiment de mettre en place un portefeuille d'action dont l'objectif est d'atteindre il faut arriver à un objectif ambitieux et surtout mesurable et dans un délai fixé. Donc ça, c'est la vraie différence avec les actions qui sont financées dans le domaine de la recherche et de l'innovation par le programme cadre, parce qu'il y a un objectif très précis. Et donc, il faut également que ces missions soient compréhensibles par le grand public et qu'on puisse les suivre, qu'on puisse regarder l'évolution et voir comment la mission arrive à atteindre son objectif. Donc, au niveau français, en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque mission, il y a
un board qui est mis en place au niveau européen et qui réfléchit justement, qui établit les contours de cette mission. D'ailleurs, là, pour toutes les missions, les boards ont rédigé un document justement qui propose le contenu de chacune des missions. Donc, il y en a une sur le cancer en santé, mais il y en a 4 autres dans différentes thématiques. Et au niveau français, Christine Chaumienne est impliquée, donc qui était une des directrices de l'INCa, donc de l'Institut national du cancer, est impliquée, donc participe à ce mission board. Et donc, ça nous permet d'avoir des retours très clairs en fait sur l'avancement de ces missions. Alors aujourd'hui, ces missions, elles sont encore en discussion, en construction, c'est-à-dire que pendant la première année, pendant l'année 2021, la Commission européenne va s'appuyer sur ce que les mission boards ont élaboré dans leurs propositions pour proposer des appels à projets et des actions qui pourront financer et qui pourront faire avancer les différents sujets. Donc pour l'instant, ce sont quand même des initiatives on voit que on apprend en marchant, parce que c'est vraiment des nouveaux outils, mais auxquels il faut vraiment regarder de près ces outils-là dès qu'ils commenceront à produire des appels à projets pour pouvoir répondre et construire des projets sur le cancer. Vous êtes muté, on ne vous entend pas. Sorry, I had muted myself. Oui, madame. Et juste un autre point, c'est vrai qu'au niveau du ministère, on a donc il y a un mission board au niveau européen et au niveau national, il y a des représentants qui sont en lien avec le mission board et avec la Commission européenne et donc qui peuvent suivre l'avancement de ces nouveaux instruments. Merci. Mrs. Bézina, I understand that you've had difficulty hearing what was being said. J'ai compris que vous avez eu des difficultés à entendre. Donc la question concernait un des nouveaux instruments qui fera partie de Horizon Europe, qui s'appelle Missions. Et ces missions sont destinées à avoir un impact sur le public et aussi à impliquer plus les citoyens pour pouvoir leur montrer que la recherche européenne a un vrai impact sur la société. Et une de ces missions est dévouée au cancer. Comme vous savez, je voulais savoir si vous, à l'Université d'Amsterdam, avez été impliqué possiblement dans ces missions et en général, comment est-ce que vous percevez la participation des citoyens dans la recherche et possiblement à travers des associations des patients et comment cette implication de citoyens qui est un des objectifs de ces missions pourrait faire partie de vos propres objectifs. Absolument, je pense que c'est un point très, très important. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Dans tous les domaines de recherche médicale aux Pays-Bas. Et impliquer les organisations des patients est quelque chose sur lequel, par exemple, l'organisation scientifique des Pays-Bas et aussi lorsqu'on rédige un projet de recherche, les organisations des patients sont bien sûr nécessaires pour intégrer la discussion avec les chercheurs et pour comprendre ce qui est la meilleure façon pour formuler les questions de recherche sur comment les patients peuvent être impliqués quand nous faisons face à ces questions des recherches. Et ça devient de plus en plus important. Et c'est une façon très, très importante d'impliquer aussi le public dans ces efforts de recherche.
Donc, au niveau néerlandais, c'est quelque chose qui a déjà été lancé et qui devient de plus en plus important. Et d'un point de vue personnel, moi-même, je travaille avec les cliniciens de façon plus rapprochée, qui communiquent bien sûr nos conclusions avec les patients et qui organisent des journées sur une base régulière, des journées patients, où nous allons inviter des groupes de patients spécifiques et écouter leur retour. Thank you very much. Christiane, des premières questions arrivent, donc si vous voulez bien voilà, intervenir. Très bien. Il y a une question de Groningue qui vient de tomber. Et c'est une question sur l'implication des directs des réglementations éthiques et des questions de droit dans des recherches liées à la santé globale. Comment est-ce que vous incluez ça? Madame Sivan, oui. Donc, des questions éthiques et de droit. Dans tous les cas, les questions éthiques doivent être traitées dans les projets européens. Il y a toujours un questionnaire sur l'éthique, en fait, dans les projets européens auxquels doivent répondre les partenaires. Et donc ensuite, il y a une revue de cette partie éthique par des évaluateurs spécifiques au sein de la Commission européenne. Madame Bézina, Mrs. Bézina, did you get the question? No, you didn't. There's a question coming from someone working at the University of Groningen, who is actually a law specialist interested in multidisciplinary collaborations, and she's raising an issue about taking into account risk factors for cancer and other chronic diseases such as smoking and healthy diets, air pollution, and all this. And the question behind this is, how do you collaborate with other disciplines such as law, for instance, or ethics studies, legal disciplines? Yeah, so here I can share also a recent experience we have. Maintenant, je peux partager une expérience qu'on a eue. C'était l'initiative PSIDER. C'était une recherche, enfin une fondation de recherche qui a été sur un institut de recherche scientifique, et le but était que c'était de générer des systèmes de modèles sur les molécules. Et en effet, c'est un domaine dans lequel ces questions sont très pertinentes. Et en fait, dans cette demande, l'idée est que les chercheurs collaborent et créent une idée pour des esthétiques et des avocats. C'est la nécessité que dans notre recherche scientifique, que l'on réfléchisse et que l'on discute avec des éthiques et des avocats pour clarifier ces sujets, que la recherche ne soit pas faite seulement dans le niveau scientifique, mais aussi dans le niveau sociétal. Voilà mon expérience. Et on vient d'entendre qu'on passe maintenant au deuxième tour. Donc, on va se présenter et on aura nos premières expériences sur comment ça va se passer. Fantastique. Merci. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose sur les partenariats, parce que là, effectivement, on a vu que c'était dans les projets, il était très important d'impliquer des patients, effectivement des chercheurs dans le domaine de l'éthique, c'est également important. Ce que met en avant la Commission européenne, c'est que les projets de recherche qui sont financés au niveau européen ont besoin vraiment d'être multidisciplinaires.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenaires qui doivent être impliqués dans ces projets et qui peuvent être d'horizons très, très différents. Peuvent être impliqués des villes, des agences réglementaires, donc des associations de patients, donc c'est des chercheurs en SHS, en économie de la santé, donc c'est vraiment extrêmement large. Et donc, c'est vraiment important d'arriver à identifier les bons partenaires pour participer dans les projets, pour que ensuite les projets ne s'arrêtent pas à la fin du projet, mais puissent trouver une suite et être justement transformés dans les systèmes de santé. Et c'est vrai que c'est important de mettre ces partenaires au début du projet et de les impliquer dès le départ dans la conception du projet. Et du côté français, vous avez des démarches spécifiques pour impliquer tout de suite ces partenaires et peut-être aussi au niveau européen, bien sûr. Est-ce que... Alors, pas de démarche spécifique, mais c'est vrai qu'on insiste vraiment sur cette nécessité, parce que c'est vrai que quand les projets sont en général très larges, les projets au niveau européen, donc sans avoir de démarche, on essaye enfin quand on travaille avec les porteurs de projets, on essaye de décortiquer vraiment le texte de l'appel à projet pour identifier toutes les compétences qui sont nécessaires dans un projet. Et ça, c'est vraiment important de le faire au tout début du projet. Et donc, on met aussi en place des formations au niveau du point de contact national pour expliquer justement la manière dont doit se lire un appel à projet, justement pour bien identifier les partenaires importants. Merci. Une autre question, si vous voulez bien, je serais intéressé d'avoir votre expérience à l'une et à l'autre, qui peut-être est différente sur une question qui est très présente en ce moment dans les débats européens et qui a partie liée aux questions de santé que vous avez évoquées, c'est la question de l'autonomie européenne, ce qu'on appelle parfois la souveraineté européenne. Alors, Madame Bézina, vous parliez des partenariats avec les États-Unis, la question des liens que vous avez pu créer entre les Pays-Bas, la France et les États-Unis à travers vos projets. Évidemment, pour quelqu'un qui travaille en recherche fondamentale, la question de l'autonomie, de la souveraineté européenne n'est pas nécessairement une question pertinente ou peut paraître peut-être un frein. Et en même temps, on a vu que ces questions de souveraineté, y compris dans les domaines de la santé, pouvaient se poser de manière aiguë ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc, j'aimerais savoir peut-être aussi, ça, c'est plutôt à Madame Sivon que je m'adresse, comment, point de vue de l'État français, on essaye d'aborder cette question qui est un peu au cœur de certains débats. Madame Bézina, did you get my question? Yes, I don't exactly understand what Je you n'ai mean. pas vraiment comprends pas complètement ce que vous dites de souveraineté. Donc c'est pour c'est pour la recherche dans le transfert d'industrie, par exemple, ou dans le secteur d'innovation. Oui, alors moi, je n'ai pas eu d'expérience, je n'ai pas vécu de limitation de ce point de vue. Quand on entre dans des projets, hein, on a des IP d'antécédents, donc on sait exactement ce qui est connu. Je pense que c'est très bien organisé hein, avec le transfert avec les bureaux de transfert de technologie. Moi, je n'ai jamais eu ça vraiment, ça n'a pas vraiment freiné. Évidemment, il y a différentes réglementations dans chaque pays hein, et ça freine un petit peu. Il faut toujours passer par des avocats quand il y a d'autres conventions.
pour aider un peu. Ça peut freiner un petit peu, mais je n'ai jamais vu ça vraiment comme vraiment un gros frein. Thank you. Thank you. Merci. Madame Sivan. Oui, concernant la souveraineté et la compétitivité des entreprises, c'est vrai que au niveau européen, il y a vraiment, dans Horizon Europe, il y a une volonté de faire un focus sur l'innovation et sur le financement des PME, le développement des PME. Donc c'est vrai qu'il y a un pilier qui est dédié à cet aspect-là. Donc c'est donc c'est un pilier qui est vraiment dont l'objectif est d'une part d'arriver à financer de la recherche fondamentale jusqu'à la mise sur le marché. Et donc, on a vraiment des instruments qui vont financer donc c'est dans l'EIC, donc le Conseil européen de l'innovation, qui est le pendant de l'ERC pour l'innovation. Donc il y a une partie qui s'appelle le Pathfinder qui va vraiment financer de la recherche fondamentale ou enfin à bas TRL. Et ensuite, il y aura un suivi de ces projets avec des managers de projets qui ensuite faciliteront en fait le transfert de ces résultats vers un autre instrument qui s'appelle l'accélérateur, où là, il y a vraiment un financement par la Commission européenne des entreprises. Il y a également des prises de participation de la Commission européenne dans ces entreprises. Donc ça, c'est vraiment nouveau en fait dans le mode de financement de la Commission européenne. Et donc l'idée, et puis il y aura également la possibilité de faire appel à des financeurs extérieurs, mais il y a vraiment une volonté de faire en sorte que des PME sur des technologies innovantes et des technologies de rupture soient financées au niveau européen et donc restent sur le sol français. Donc ça, c'est vraiment important au niveau d'Horizon Europe, cette volonté-là. Merci beaucoup. Mrs. Bézina. Yes, and maybe, I mean, different areas of research have Les différents domaines de recherche ont différentes manières de gérer le transfert de knowledge, surtout dans le domaine de santé. Il y a une différente manière de gérer les soins de patients et de faire en sorte que les connaissances soient diffusées dans tous les coins de l'Europe. Et mon expérience dans les maladies, ce sont des outils très importants parce que ça nous relie les différents groupes de recherche au niveau européen pour les maladies héréditaires et essayer de diffuser ces informations aux différentes parties de l'Europe. Donc, je pense que les différents groupes de recherche dans différents pays ont aussi une différente manière de prendre en main ces connaissances et la diffusion. Merci. Une nouvelle question, Christiane, venant d'un candidat au doctorat. Oui, tout à fait. C'est une question s'il existe en fait une plateforme où on peut trouver des co-tutelles de thèse, par exemple. Donc, c'est une candidate qui cherche des possibilités. En santé globale. Exactement. I can comment about that maybe. Je peux faire un commentaire là-dessus. Les possibilités que je connais, c'est dans l'Université de Nantes. Et il y a une initiative de l'Université de Nantes qui est pour la co-tutelle, qui implique aussi la supervision, la co-supervision. Il y a du CNRS. Mais je suis sûre
qu'il y a ces possibilités, hein, que cela existe. Et je pense qu'il faut vérifier les différents sites du CNRS et des universités et faire une demande. Je pense que pour les étudiants, mon conseil, c'est de contacter les professeurs dans votre domaine de recherche, hein, et dans les différents instituts et leur demander. Je pense que c'est déjà un point de départ très important. Imaginons que les candidats voudraient faire une co-tutelle, hein, entre avec l'Université d'Amsterdam et l'Université de Nantes. Est-ce qu'il y a des bureaux il y a un bureau particulier dans lequel qu'on peut contacter? Est-ce qu'il y a un instrument particulier pour cela? Je ne pense pas qu'on ait quelque chose d'établi dans ce cas-là entre les deux universités. Ce que je sais, c'est que l'Université de Nantes a déjà une initiative pour collaborer avec d'autres universités. Bien sûr, ce sont des groupes officiels, mais il y a aussi des routes qui sont non officielles dans une collaboration peut-être mise en place avec un financement de ces deux groupes. La voie officielle et la voie moins officielle. Merci. Madame Sivan, sur cette question un peu de la génération, de la nouvelle génération des chercheurs dans le domaine de la santé globale, quels sont les instruments que vous recommanderiez pour avoir des partenariats entre les pays et entre les 3 pays autour de cet écran notamment? Alors, en fait, je ne connais pas beaucoup ces moyens-là, en fait, les moyens de trouver des bourses de thèse. Mais je pense que, comme le disait Connie, que le mieux, c'est quand même d'aller sur les sites des organismes qui travaillent sur les thématiques qui intéressent les futurs chercheurs. Parce que c'est là que, en général, sont publiées toutes les offres de thèse. Donc, mais c'est vrai que c'est assez différent d'un organisme à l'autre. Enfin, la manière dont les thésards sont recrutés. Mais dans tous les cas, les informations, parce que maintenant sur les sites des organismes dans tous les pays, il y a une version anglaise en général. Donc sur ces sites-là, dans la version anglaise, vous trouvez, vous avez la possibilité de voir les annonces de thèse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions de la part du public, qu'elles soient sur des partenariats précis ou qu'elles soient sur la santé globale plus généralement? Je ne reçois rien pour l'instant, donc c'est la preuve que c'était extrêmement clair, les réponses. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question à l'une et à l'autre de nos 2 participantes. Qu'est-ce qui se passe dans les tout prochains mois, dans les toutes prochaines semaines pour vous? Quelles sont les étapes immédiates et ce que vous allez suivre pour chacune dans votre domaine permettre le développement des projets que vous accompagnez, que vous guidez? Madame Sivan, quel est votre calendrier des prochains jours et des prochaines semaines, si c'est pas... Alors, le calendrier, c'est vraiment en ce moment, on est en période de négociation. Donc, moi, je participe pour la France à différents comités de programme, qu'on appelle des comités de programme shadow, parce que ce ne sont pas encore des comités officiels. Et donc, en ce moment, sont discutés les contenus des programmes de travail pour l'année 2021 et 2022. Parce que comme dans Horizon Europe, on a des programmes de travail sur 2 ans, ce qui permet pour les chercheurs, lorsque ces programmes sont publiés, d'anticiper
la sortie de ces appels et de pouvoir se préparer très en amont en fait, pour répondre aux appels à projets. Donc ça, c'est vraiment, en ce moment, il y a énormément de réunions justement de négociations sur ces programmes de travail et également sur les partenariats, parce que dans Horizon Europe, il y a également des partenariats cofinancés entre la Commission européenne et les pays européens. Ça peut être aussi des partenariats avec les pays africains ou des partenariats publics-privés. Donc ces partenariats sont également négociés en ce moment. Ce qui est important à retenir, c'est la date de lancement de Horizon Europe, en tout cas la date que l'on a aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, le budget est encore en négociation, donc tant qu'on n'a pas de budget, le programme ne pourra pas être lancé. Mais aujourd'hui, la Commission nous a annoncé que le programme devrait être lancé mi-avril 2021. Donc c'est une date importante et donc ça permettra, il y aura peut-être une pré-publication, mais pour l'instant nous n'en savons rien. Donc voilà, mi-avril 2021, c'est important. Au niveau du ministère, ce qui se passe, c'est que les nouvelles équipes des points de contact nationaux se mettent en place. Donc les points de contact nationaux, ce sont des personnes qui, dans tous les pays, il y en a dans tous les pays, sont là pour diffuser l'information sur les programmes de travail et donc aider les futurs porteurs de projets à décortiquer les programmes, à identifier les appels à projets qui peuvent les intéresser par rapport à leur thématique de recherche. Donc, c'est effectivement très important en tout cas que les chercheurs intéressés par le programme Horizon Europe contactent ces points de contact nationaux qui sont rattachés au ministère dans chacun des pays. Merci. Donc, merci pour cette information. L'information, c'était le printemps, mais si c'est maintenant mi-avril, la focale se resserre. Merci beaucoup. Madame Bézina, what are the next steps for you? What are the next steps for you? Yeah, so for the next steps for me are, of course, to execute the research projects that are already funded in collaboration with many different European partners, including French partners, and also importantly, to think for the future and look what are the new opportunities to continue doing international collaborative research, which is really at the heart of what we do. Merci. Thank you very much. There is a final question, une dernière question. C'est plutôt une remarque. Est-ce que Christiane, vous voulez la soumettre à nos invités? Oui, absolument. I'll do it in English as the question is in English as well. Oui, parce que la question est en anglais. Donc, c'est une question qui vient de l'autre côté. Donc, c'est pas un étudiant. Comment, vous, en tant que professeur, comment est-ce que vous pouvez donc relayer ces opportunités de l'autre côté du spectre, si vous voulez? Joint degrees, pour des possibilités donc de co-tutelle, par exemple. Oui, donc je suppose à travers les instituts et à travers les réseaux, peut-être. Donc, je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire par communiquer. Communiquer, l'idée, c'est plutôt que les opportunités de doctorat, c'est une chose, et bien sûr, ce sont des opportunités importantes, mais je comprends que ce collègue voudrait savoir quelles seraient les opportunités pour des professeurs. Comment est-ce que vous pourriez impliquer d'autres professeurs dans vos projets de recherche? Personnellement, je pense que nos coopérations devraient être menées par la question de recherche. Donc, donc, il faut donc impliquer les gens qui travaillent dans votre domaine et dans les domaines complémentaires. Donc,
Donc, on pourrait bâtir de telles coopérations sur la base de la question de recherche. Thank you. En fait, les dernières questions, celle-ci comme celle qui a été affichée, qui était un peu une question de précision à l'intention de Madame Sivan pour savoir quand exactement et sur quel site avoir l'information la plus à jour, quand est-ce qu'elle pourra être connue. Donc, tout ça montre l'importance de l'information disponible sur les sites des différents acteurs, que ce soit le ministère, que ce soit les universités, que ce soit les équipes de recherche directement. Je crois qu'il y a pas mal de demandes en ce sens-là. Donc, c'est peut-être là-dessus que l'on va terminer, si vous voulez bien, cette première table ronde. Donc, je voudrais remercier Madame Bézina pour point de vue de spécialiste des maladies cardiaques héréditaires et puis le point de vue du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation français, Madame Sivan. Donc, merci à l'une et l'autre pour votre participation et vos interventions. Et sans transition, comme on dit, without any transition, je vais passer à la deuxième table ronde qui est donc mais qui est lié à la première, comment favoriser les co-tutelles de thèse. Et nous aurons 3 intervenantes et intervenants pour parler de ce sujet. Mais peut-être n'est-il pas complètement inutile de commencer par essayer de définir ce que c'est une co-tutelle. Je ne vais pas me lancer moi-même dans le sujet, mais Madame Fréchet, lorsque vous interviendrez, peut-être pourrez-vous éclairer le public, parce que il y a quand même quelques nuances quand l'on passe d'un type de co-tutelle à un autre, et donc ce pourrait être une de vos remarques préliminaires. En tous les cas, nous avons 3 intervenants pour cette table ronde, et donc la première sera Madame Bibiane Fréchet, qui est docteure ès-lettres, si je ne me trompe pas, directrice du service des études postdoctorales à l'Université libre de Bruxelles, et responsable du groupe de travail sur le doctorat au sein de l'Université européenne CIVIS, qui compte notamment Aix-Marseille Université parmi ses membres, puisque c'est un séminaire franco-belge et néerlandais, je me permets de le mentionner. Et vous avez également, ce qui est intéressant, fondé le réseau Pride, qui est une association qui s'occupe du suivi de carrière professionnelle des doctorants, si j'ai bien compris c'est en quoi ce réseau consiste. Et donc, vous commencerez par une présentation générale de la co-tutelle de thèse, et puis je vous parlerai des initiatives à ce sujet mises en place au sein de CIVIS. Et puis, nous passerons la parole à Rachid Benasser, qui est professeur à l'ENS Saclay et spécialiste d'ingénierie civile, plus particulièrement de la thermique des bâtiments. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si thermal building se traduit par thermique des bâtiments, mais j'ai pensé que c'était à peu près le domaine dans lequel vous travaillez. Vous avez vous-même encadré de nombreuses thèses, dont plusieurs en co-tutelle, et cela vous vaut, si je puis dire, de coordonner depuis 2019 les actions de l'Université Paris-Saclay en matière de co-tutelle et de relations internationales. Enfin, l'articulation des deux est intéressante, et vous interviendrez à ce titre pour donner des exemples de co-tutelle à l'Université Paris-Saclay, et vous parlerez, vous aussi, des outils dans ce domaine mis en place dans le cadre de l'Université européenne UGLO, qui a pour thème la santé globale, précisément. Et puis le troisième invité, le troisième intervenant, ce sera M. Alexandre Bonvin, qui est professeur à l'Université d'Utrecht, docteur de l'Université d'Utrecht, spécialiste en bioinformatique structurale. Vous êtes aujourd'hui en charge de la politique scientifique du Centre de recherche en biologie moléculaire de l'Université d'Utrecht, et à ce titre, vous êtes responsable, disons, de l'école doctorale ou du programme doctoral, et donc vous nous parlerez éventuellement des partenariats privilégiés de l'Université d'Utrecht, mais qui ne débouchent pas toujours sur des co-tutelles de thèse. Vous nous direz pourquoi la co-tutelle est un instrument, certes, mais pourquoi il peut y avoir d'autres façons de développer des partenariats privilégiés. Donc, cette table ronde sera centrée sur la co-tutelle. Elle sera aussi l'occasion de parler des universités européennes, de ces alliances d'universités ou d'établissements membres qui se sont développées ces derniers mois et ces dernières années.
Et comme pour la première table ronde, vous aurez la possibilité de poser des questions dans la section questions et réponses. Et Christiane Seyman les prendra et les posera à nos intervenants. Voilà, donc je passe sans transition la parole à Madame Bibiane Fréchet. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais comme vous le demandiez, je vais commencer peut-être par proposer une définition de ce qu'est une co-tutelle de thèse pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle ici. Donc, on appelle co-tutelle de thèse l'organisation, la supervision, donc l'encadrement, l'évaluation conjointe d'un doctorat. Donc, ça veut dire que c'est un doctorant, donc concrètement, qui va réaliser son doctorat au sein de 2 universités partenaires qui vont signer une convention pour expliquer comment va se dérouler le doctorat. Et donc, ça veut dire que ce doctorant aura la chance d'être encadré par un directeur de thèse dans chacune des 2 universités, de bénéficier des équipements, du terrain, des patients, par exemple, comme on le disait tout à l'heure. Enfin bref, d'élargir son réseau et travailler au sein de 2 laboratoires différents. Concrètement, ça veut dire aussi que cette personne va s'inscrire au doctorat au sein des 2 universités et donc, si tout se passe bien, obtenir un diplôme des 2 universités. Donc voilà, pour circonscrire très rapidement ce qu'est une co-tutelle. Donc on la distingue de ce qu'on appelle habituellement en français juste une codirection de thèse, où là, un doctorant est encadré par 2 ou plusieurs personnes, mais il réalise son doctorat uniquement dans une seule université et donc il obtient un seul diplôme. Alors je vais peut-être ici maintenant revenir un petit peu à mon expérience au sein de l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, et aussi au sein de l'Université européenne Civis, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait en matière de co-tutelle et ce qu'on fait surtout pour promouvoir les co-tutelles. Juste une précision au sein de Civis, alors je fais bien partie de la task force doctorat, mais ce n'est pas moi qui la coordonne, donc rendons à César ce qui est à César, c'est Aix-Marseille qui coordonne cette task force. Au niveau de l'ULB, je coordonne la cellule doctorat, donc c'est le bureau central du doctorat, et donc c'est le bureau qui s'occupe de toutes les disciplines, pas uniquement la santé, mais donc y compris la santé. Et donc nous chargeons notamment de la gestion des co-tutelles de thèse, la communication, la négociation des conventions, etc. Donc tout le processus, si vous voulez, sauf le processus recherche, bien sûr, qui lui, tout ce qui concerne la recherche, bien sûr, est pris en charge par les chercheurs. Et au sein de Civis, donc je fais partie de cette task force doctorat. Pour rappel, Civis, c'est une alliance européenne de 8 universités, comme on le disait, dont l'ULB et Aix-Marseille. Il n'y en a pas aux Pays-Bas. Et c'est une alliance qui rassemble 384 000 étudiants, 55 000 membres du personnel. Donc, vous voyez, c'est une très grosse université européenne. Et au sein de la task force, on est en train de travailler à une convention de co-tutelle unique qui permettra de faciliter et de promouvoir les co-tutelles entre différentes universités de l'Alliance. Et aussi, plus spécifiquement au niveau de la santé, il faut savoir qu'au sein de Civis, il y a 5 hubs, comme on les appelle. Donc, c'est des hubs disciplinaires qui ont pour objectif de développer des programmes d'études et de recherche innovants, conjoints sur les défis sociétaux d'aujourd'hui. Et nous avons notamment un hub santé qui, lui, va travailler, par exemple, au développement de programmes conjoints de doctorat au sein desquels il sera possible de faire des co-tutelles. Alors, pour revenir peut-être plus spécifiquement à mon expérience à l'ULB, je voudrais juste ici, parce qu'on aura l'occasion de discuter après, mais peut-être juste revenir sur la manière dont nous, on a essayé de promouvoir les co-tutelles et de les encourager une fois que le sujet de recherche le justifiait. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire une co-tutelle comme ça juste pour faire une co-tutelle. Et donc, il y a une dizaine d'années, l'ULB a mis en place une politique volontariste de promotion des co-tutelles qui a vraiment porté ses fruits, puisque aujourd'hui, environ un doctorant sur 4 parmi nos nouveaux doctorants se lance dans une co-tutelle de thèse. Donc, on a vraiment beaucoup de co-tutelles de thèse à l'ULB. Et cette politique a porté ses fruits assez vite, puisque une fois qu'on l'a mise en place, en 2 ans, le nombre de co-tutelles avait doublé. Et puis maintenant, par rapport à il y a 10 ans, il a triplé. Donc, on voit vraiment que, et quand je dis le nombre, c'est le pourcentage en fait. Donc, on voit vraiment que ça a eu un impact en termes de co-tutelle.
Pour parler juste de chiffres, il faut savoir qu'on a 18% de co-tutelle avec la France. Donc, bien sûr, on a des accords, des partenariats assez proches vu qu'on parle la même langue. Pour l'instant, on en a beaucoup moins avec les Pays-Bas, étonnamment. Donc, on n'a que 1,5% de co-tutelle avec les Pays-Bas. Mais voilà, ça peut bien sûr toujours se développer puisque nous, de notre côté, on est extrêmement flexible. Hein. C'est une de nos particularités. Nous avons une législation très flexible qui nous permet de facilement entrer dans des co-tutelles. Et donc, juste pour terminer cette courte intervention, comment est-ce qu'on a essayé de faciliter les co-tutelles, de les promouvoir, de les favoriser? D'abord, parce que c'est quand même un point important, s'engager dans une co-tutelle suppose des frais, puisqu'on va devoir aller séjourner dans un autre pays, s'y déplacer, etc. Donc, on a créé à l'ULB un crédit de mobilité doctorale pour lequel les doctorants en co-tutelle étaient prioritaires. Ça voulait dire qu'en gros, si on était doctorant en co-tutelle, on obtenait ce crédit, ce financement de mobilité qui équivalait à 3 000 €, donc ce n'était pas négligeable. Ça, c'était la première chose qui a été mise en place. La deuxième, c'est qu'on a beaucoup facilité l'intégration des doctorants en co-tutelle, d'abord parce qu'on les considère bien sûr comme des étudiants, des doctorants à part entière de l'ULB, et ce sont des doctorants inscrits, donc ils ont accès à tous les services, les mêmes services que nos doctorants qui ne seraient pas en co-tutelle. Et aussi, nous avons créé un bureau d'accueil, donc notre International Welcome Desk, qui les aide vraiment dans tout leur processus pour préparer leur séjour à l'université. Ensuite, on a mis sur pied une équipe administrative super agile, donc qui a vraiment pour objectif de simplifier l'administration. Donc l'idée, c'est les professeurs, les chercheurs, les doctorants ne s'occupent que de la recherche, on s'occupe de tout ce qui est administratif du reste. Ça nous a permis de négocier d'ailleurs des conventions uniques, parfois avec 7-8 partenaires dans le cadre de projets européens, hein, ce qui permet après d'aller très très vite. Le doctorant n'a plus qu'à remplir son nom en gros et son domaine de recherche, hein, presque. Et on a un ETP, un équivalent temps plein, 25, qui est consacré uniquement à la négociation de co-tutelle. Et enfin, bien sûr, on a mis en place un plan de communication auprès de nos chercheurs, de nos doctorants, donc en interne, mais aussi à l'externe, vers nos partenaires, vers nos universités partenaires, et aussi, par exemple, lors de salons étudiants pour rencontrer de futurs étudiants. Et donc, comme je disais, ça a vraiment porté ses fruits et je pourrais revenir là-dessus. Je pourrais revenir aussi par la suite sur tous les avantages que représente la co-tutelle, mais je suis sûre qu'on va encore avoir l'occasion d'en parler. Vous êtes muté. Voilà, je suis démuté. Je vous remercie, pardonnez-moi, je ne voulais pas mettre mon micro pendant que vous interveniez. Déjà, des questions apparaissent en réaction à votre intervention, donc elles vous seront soumises tout à l'heure. Mais avant ça, je vais passer la parole à Rachid Benasser, donc, de l'Université Paris-Saclay, qui a une expérience de terrain, si je puis dire, et une expérience administrative, donc à l'articulation des deux. Et vous allez nous parler aussi de la politique de co-tutelle de YouGlow dans le domaine de la santé globale. Je vous passe la parole. Merci. Je vais essayer de compléter également ce qu'avait dit ma collègue juste avant. Alors, l'Université Paris-Saclay, c'est vrai qu'en co-tutelle, en doctorat, il y a quelques milliers, hein, ça fait... Et en doctorat, on représente à peu près, en co-tutelle de l'ordre de un peu moins de 10% qui sont en co-tutelle. Ce qui est sur le Nord fait à peu près 400 co-tutelles par an. Pardon, 400 co-tutelles en total, et ça fait du 120 parce qu'elle déborde plus de 3 ans, ce qui fait un échantillonnage sur les disciplines et sur les régions du monde assez important. Alors, j'interviens sur le collège doctoral, c'est le doctorat généralisé, donc qui inclut toutes les spécialités. Pour mon expérience de terrain, sur thermique du bâtiment, j'interviens sur la qualité de l'air intérieur. Et pour la santé, on a un projet qui vient d'être déposé sur l'Agence nationale à la recherche, qui est à la mode, si je puis dire, certains diront prédateur, qui est sur la durée des gouttelettes et l'interaction avec les virus. Ça, c'est pour dire que quand on parle de santé globale, c'est assez global, il est facile ou aisé d'intégrer un large spectre de disciplines. Pour ce qui est de la promotion des co-tutelles, sur ce nombre-là, un peu plus de 100 qui rentrent chaque année, l'université a mis beaucoup d'efforts
on a des bourses pour les jeunes. J'ai vu qu'il y avait des doctorants qui posaient des questions. Il y a à peu près 30 financements par an, ce qui en soi, vous voyez, déjà couvre un gros pourcentage, en finance de 12 à 24 mois, plus un financement supplémentaire pour les déplacements des encadrants et des doctorants, parce qu'il y a du surcoût qui va jusqu'à 5 000 €. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même les financements et les cadres qui vont permettre de promouvoir ce type d'exercice. Il est question d'Ouglo, qui est l'une des universités Alliance, dans le cadre de l'université européenne. Il y a actuellement un appel à projet que vous trouverez sur Internet, Ouglo, où vous allez directement à l'université Paris-Saclay, financement, et dans les financements, il apparaîtra. Il y a 4 thèses qui devraient démarrer immédiatement. Puis je devrais rebondir sur le questionnement du jeune homme, comment faire pour trouver les cotutelles. En général, les cotutelles, comme on est sur de la promotion, un exercice de recherche et de collaboration pour aller assez vite, c'est plus les directeurs de thèse qui ont un partenariat et qui souhaitent perdurer ou faire perdurer ou amplifier cet exercice. Et du coup, nous, on est là, ou bien les structures sont là que pour donner des fonds afin de promouvoir ceci et l'améliorer. Donc, le doctorant en soi, j'allais dire, il ne peut pas chercher par cotutelle, il cherche par discipline. Ensuite, il lui appartient de faire un montage, s'il est intéressé par la cotutelle. S'il y a une collaboration, il peut être force de proposition. Il ne restera que le problème, j'allais dire, quand l'objectif est clair, on peut lever les moyens qui vont avec. Donc ça, c'est l'exercice, si je puis dire, de cotutelle. Alors, au sein européen, je continue de le signaler parce qu'il y a un ITN, on a 2 ITN sur lesquels il y a des cotutelles. Il y a des cotutelles qui sont promues dans le Training Network et Insect Doctor, par exemple, Tube and Train, qui sont là-dessus et qui inscrivent des cotutelles. Donc, d'entrée de jeu, comme c'est un Training Network, le doctorant, de toute façon, est à séjourner sur plusieurs établissements. Ça sert pour dire qu'il y a déjà plusieurs leviers, mais je partage le point de vue du jeune homme où il n'y a pas ou de la jeune dame, excusez-moi, il n'y avait pas de prénom ou de nom associé à la question. Et du coup, il n'y a pas de centralisme sûr, mais vous pouvez trouver par financement sur les doctorats, etc. Puis si je devais faire un topo sur le nombre en général, qu'est-ce qui va promouvoir ou pas, j'insisterai peut-être sur 2 points. Au vu de notre proximité au transfrontalier, l'Europe, on a quand même normalisé, on a tendu par le processus de Bologne, on a normalisé l'enseignement supérieur, donc on a une proximité simpliste. Sur un doctorat et une double diplomation, je reviendrai sur ce mot-là qui est à discuter, il y a un filtre d'entrée, il y a une formation, puis il y a un filtre de sortie. Le filtre d'entrée est relativement facile puisque c'est une sommation de 2 filtres. Le travail au sein ou tout au long de la thèse, ce n'est pas Bologne qui le fait, mais il y a des recommandations de Salzbourg. Beaucoup sont structurés en école doctorale qui assure la formation du doctorant. Maintenant, les doctorants ont des statuts de chercheurs, une avancée en soi. Les écoles doctorales ou les universités garantissent l'environnement. Ça, c'est pour les jeunes qui sont intéressés par cette aventure. Donc, il y a une formation appropriée. Et ainsi, vous gagnez 2 expertises de part et d'autre. Vous auriez pu la gagner que dans le cadre collaboratif. Mais comme là, il y a une double responsabilité à la fois des encadrants et des universités, ceci vous met dans une forme où vous récupérez ces 2 expertises d'équipe chercheuse ou chercheurs, et vous avez également la formation qui va avec, parce que chaque université, chaque pays a un arrière-plan philosophique dans la formation. Donc, c'est une double expertise qui vous permet d'aller de l'avant, d'apprendre. Ce n'est pas toujours facile, mais vous vous ouvrez d'entrée de jeu à l'internationalisation, et de ce fait, c'est les skills là, vous assurez un autre registre important. Puis, il y a la sortie, quand vous avez fini tout le travail, vous avez fait, comme on dit, j'allais dire, pris les risques intellectuels pour dépasser ces limites des recherches exploratrices, si on devait parler dans les objectifs un peu lointains. Il y a la soutenance, ce que j'appellerais la certification. C'est vrai, assez souvent, les difficultés, une fois qu'on a levé le matériel ou son support financier, viendra cette contrainte administrative qui fait que vous êtes obligé,
parce que vous faites le même travail, vous allez avoir 2 diplômes, le système de certification doit être unique. On ne peut pas courir le risque où l'un dit oui, on lui donne le doctorat, l'autre pas. D'où la convention. Il faut converger vers un processus de sortie. La constitution de jury, des fois, est différente. La soutenance est un exercice différent. C'est là-dessus, des fois, où il y a des difficultés administratives. Beaucoup d'établissements sont volontaristes. Et du coup, c'est simple parce que, comme je dis, quand vous avez une incompatibilité, il suffit de mettre 2 choses en série, un premier et un deuxième filtre, mais vous admettez que les filtres ne rendent pas la réponse, il faut une commission. Donc, dès qu'il y a de la volonté, on peut dépasser des difficultés administratives. Quand je dis difficulté, chacun ne fait qu'appliquer son règlement. Donc, c'est une difficulté pour la convention ou la co-tutelle. Et du coup, ça reste une belle aventure, c'est faisable sur le principe, ça émane de la base, c'est des chercheurs qui veulent collaborer et j'allais dire les structures ne peuvent être que des facilitateurs en offrant le support technique ou financier pour que ceci se fasse. Et je pense que je rends la parole à l'animateur, je ne vais pas monopoliser la parole, merci. Vous êtes muté. Je fais attention pour ne pas que mon micro gêne les intervenants et du coup j'oublie de le rouvrir. Mais merci donc pour cette intervention très précise avec des conseils pratiques très, très intéressants qui complètent bien celle de Bibiane. Et avant de passer donc à des questions qui arrivent et qui sont intéressantes, je vais passer la parole donc à Alexandre Bonvin de l'Université d'Utrecht et pour parler de son expérience de terrain, des collaborations qui ne débouchent pas nécessairement sur des co-tutelles. Je vous cède la parole, Alexandre. Merci beaucoup. Vous avez déjà donné une idée de ce que je vais vous dire. Donc, mon expérience personnelle au niveau des co-tutelles est plus ou moins 0. Ce qui ne veut pas dire que l'Université d'Utrecht n'a pas une politique d'internationalisation et de coopération, parce que c'est une université qui a une très longue histoire au niveau des coopérations internationales. La communauté elle-même à Utrecht, des étudiants, mais aussi des chercheurs, est très internationale. Pour vous donner une idée, une majorité de nos programmes de master sont en anglais, et il y a même des programmes bachelor maintenant qui passent à l'anglais aussi. L'université organise depuis 1986 une université d'été qui attire beaucoup d'étudiants du monde entier. Il y a aussi le Utrecht Network qui a été établi en 1987, qui regroupe des universités au niveau de l'Europe et en dehors de l'Europe pour faciliter les collaborations, mais qui n'a jamais vraiment débouché sur des programmes de co-tutelle. Mais ce programme, ce Utrecht Network, par exemple, donne des bourses de 1 000 € à des doctorants pour venir faire un stage de recherche à Utrecht, s'ils n'arrivent pas à décrocher des bourses avec des programmes Erasmus, par exemple. Et c'est en fait par un étudiant venant de l'Université de Lille que moi-même, j'ai découvert ce Utrecht Network. Je ne savais pas que ça existait auparavant. Donc, il y a un problème de communication interne aussi. L'université est aussi impliquée dans de nombreux projets européens. Nous avons des facilités, en particulier l'Institut que je dirige a des facilités européennes qui sont actives depuis de nouveau les années 80 à 90. Et ce qui veut dire que les chercheurs et aussi les doctorants européens viennent faire des séjours à Utrecht pour utiliser ces facilités. Nous participons bien sûr à des programmes de ITN Networks, mais aucun de ces networks jusqu'à maintenant a abouti à des co-tutelles de thèse. Et c'est seulement très récemment, en fait, cette année, que j'ai découvert qu'il y a un programme qui a été mis en place avec l'Université de Leuven en Belgique, où l'Université d'Utrecht offre une bourse de 10 000 € pour faciliter la mobilité. Mais le problème ici, c'est que c'est les directeurs de thèse qui doivent d'abord avoir un financement de thèse pour pouvoir faire une demande de projet. Donc, il n'y a pas de financement de thèse au niveau de l'université, au niveau des instituts. Tout dépend des bourses qui sont obtenues par les chercheurs. Donc, il y a clairement une politique de coopération, d'internalisation, mais il n'y a pas vraiment de politique très forte de co-tutelle de thèse jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a aussi
je vois aussi dans les questions qui sont posées, déjà, il y a des limitations, ce qu'on peut faire du fait des formats différents de thèses. Je pense avec la Belgique, où les thèses durent en principe 4 ans, ce serait beaucoup plus facile, et c'est probablement la raison pourquoi maintenant il y a cette coopération de co-tutelle avec l'Université de Leuven. Mais avec la France, où les thèses sont en théorie 3 ans, ça pose des problèmes, je pense, administratifs aussi. Donc, beaucoup de coopération, oui, beaucoup d'internationalisation, beaucoup de projets entre groupes, entre chercheurs, peu ou très peu même de co-tutelle de thèse jusqu'à maintenant. Ça y est, je débloque mon micro. Merci beaucoup pour ces 3 interventions complémentaires. Des questions arrivent avant de passer la parole à Christian Seemann. Peut-être une question, je la pose du point de vue, le mien, de quelqu'un qui a dirigé une école doctorale de SHS il y a une dizaine d'années et qui donc a œuvré pour l'établissement de co-tutelle. Que pensez-vous de la question de la complémentarité des directeurs de thèse et de la question de savoir s'il est mieux qu'ils se connaissent ou pas, ou si l'occasion fait le larron, pour le dire de manière un peu caricaturale, et bon, bah, il y a un sujet, il y a un doctorant qui a envie d'avoir une co-tutelle, que ça intéresse pour des raisons que vous avez dites, et donc il y a 2 directeurs qui sont prêts à se mobiliser. Que pensez-vous de cette question de la complémentarité de la direction? Je ne sais pas si Bibiane, si vous voulez intervenir sur le sujet. Oui, oui, merci. C'est une question très importante, en effet. Alors, notre point de vue à l'ULB, c'est d'expérience, parce que justement, on a eu quelques expériences malheureuses, c'est que les directeurs de thèse doivent absolument se connaître, ou en tout cas apprendre à se connaître avant le doctorat, si ils ne se connaissaient pas très bien avant que le doctorat, donc la co-tutelle commence. La co-tutelle est un excellent outil justement pour entamer une collaboration entre 2 laboratoires, entre 2 unités de recherche. Donc ça, c'est vraiment justement un des outils qui permet de le faire. Mais il faut vraiment veiller à ce que les deux encadrants, les 2 directeurs de thèse aient échangé avant sur la manière dont ils vont encadrer, sur leur méthodologie, etc. Parce qu'on a eu 2 ou 3 exemples de co-tutelle où ce n'était pas le cas et où là, vraiment, pour le doctorant, ça a été un parcours assez compliqué. Néanmoins, il est clair que le fait d'être co-encadré pour un doctorant est à la fois un avantage et parfois aussi, je ne dirais pas une difficulté, mais un challenge, puisque souvent, chaque encadrant a envie un petit peu qu'on applique ses propres méthodologies, ou il a peut-être eu des techniques, des équipements, etc. particuliers. Et donc, c'est vrai qu'il faut combiner les conseils qu'on reçoit de l'un de l'autre. Donc, c'est à la fois un atout énorme parce qu'on a la possibilité d'être encadré, d'être conseillé par 2 directeurs de thèse, mais c'est vrai qu'en même temps, il faut pouvoir combiner ces 2 facteurs. Alors, je voudrais quand même montrer qu'en général, ça marche bien, et ça, c'est peut-être un des avantages dont on n'a pas encore parlé maintenant des co-tutelles de thèse. Nous, dans nos études qualité, dans nos études statistiques, on remarque que les doctorants en co-tutelle maîtrisent beaucoup mieux la durée de leur doctorat. Donc, pour faire simple, en général, ils finissent dans les temps, voilà ce que ça veut dire, alors que les doctorants qui ne sont pas en co-tutelle, parfois, terminent plus tard que la durée attendue. Donc, ça veut dire qu'ils terminent leur doctorat sans financement de doctorat. Et donc, il est possible que le co-encadrement, le fait de bénéficier de 2 structures d'encadrement, de 2 règlements probablement, 2 types de procédures, etc., permet aussi pratiques parfois différentes de la recherche, avec tout l'intérêt que cela suscite, 2 systèmes de soutenance parfois qu'il faut harmoniser. Est-ce que la co-tutelle donne accès aussi à 2 marchés de l'emploi? Peut-être Monsieur Benasser, est-ce que dans votre expérience, parce que là c'est le point de vue d'un Européen qui parle. Ce qui est une certitude, c'est, comme le dit ma collègue ou mon collègue avant, il y a des manières de faire, et quand on met le jeune sur 2 systèmes de fonctionnement, comme je l'avais dit en préalable, il récupère 2 expertises, et il apprend aussi à travailler avec 2 méthodes. On dit toujours équipe recherche parce qu'il y a une méthodologie, il y a un process qui s'installe
dans l'équipe recherche entre l'encadrant et le doctorant. Il y a des encadrants qui vont laisser les doctorants beaucoup plus libres. Il y en a d'autres qui sont plus dans la directive. Je ne ferai aucun jugement sur l'une des écoles ou l'autre. Mais comme ce doctorant, futur docteur, va travailler sur deux équipes, deux backgrounds, deux façons de faire, sa capacité d'adaptation se trouve accrue. Et sur ce qu'on avait vu, sur les co-tutelles, ceux qui sortent, il y aura un certain nombre qui ont accès immédiatement à deux bassins d'emploi. Et de part et d'autre, ils gagnent en expertise ou ils gagnent au sens CV, car ils ont cette capacité à interagir avec l'autre marché. J'utiliserai marché pour en remettre en cause ce terme. Et du coup, oui, c'est deux vrais avantages, mais qui nécessitent cet investissement de la personne, du doctorant. Et du coup, ça, je pense, les statistiques le montrent, le confirment. Ou bien, je relativise, il y a des personnes motivées pour s'engager là-dedans et de facto, ils ont cette capacité à, ou capacité à le devenir quand ils ne le sont pas. Donc, si je devais faire court, je dirais la réponse est oui. Merci. Merci, information importante, je pense. Monsieur Bonvin, vous voulez réagir à ces deux questions? Oui, au niveau des co-tutelles, enfin des co-directeurs de thèse, l'école doctorale à Utrecht, dans le niveau des sciences du vivant, qui regroupe l'université, mais aussi l'hôpital, a en fait, depuis maintenant une année, tous les doctorants doivent avoir deux directeurs de recherche pour éviter des problèmes d'encadrement qui se sont passés. Donc, on a une co-tutelle interne quelque part, donc c'est devenu obligatoire. Et il y avait aussi une remarque faite par Bibiam que des problèmes de thèses qui traînent, qui ne sont plus financés. Aux Pays-Bas, on ne peut pas faire continuer une thèse sans financement. Donc, au moment où il n'y a plus de financement, l'étudiant ne peut plus travailler pour sa thèse. Il peut être à la maison, écrire peut-être sa thèse, mais on ne peut plus le faire travailler. Donc, c'est par la loi, on est obligé d'avoir du financement. Donc, ça évite en fait des excès où des étudiants traîneraient pendant des années. Ce serait des chercheurs qui ne sont pas payés, donc qui sont très bon marché. Donc ça, il y a eu des excès peut-être dans le passé, mais donc ça, c'est plus possible. Donc c'est très important de faire en sorte que les thèses se terminent dans un délai bien défini. Et le financement est typiquement 4 ans, des financements de bourse. Au niveau de l'expérience obtenue, bien sûr que là, je suis tout à fait d'accord avec ce que Rachid a déjà dit. Je ne me limiterai pas à deux marchés de travail. De mon côté, ces jours-ci, le monde est le marché de travail, donc il ne faut pas se limiter à deux pays, il faut être très international. Mais c'est clair que l'expérience internationale, que ce soit sous co-tutelle, que ce soit en passant une période de sa thèse dans un autre laboratoire, ce qui se fait par exemple dans les projets ITN, est très valable. C'est quelque chose qui augmente beaucoup le curriculum de la personne qui va solliciter pour un poste n'importe où dans le monde, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est très recherché d'avoir. Ça démontre une adaptabilité, une expérience qui est internationale, en fait. Merci pour vos précisions. Je précise que ma question n'était pas tant, effectivement, faut-il avoir accès à deux bassins d'emploi, que est-ce que tous les employeurs ont bien conscience de la richesse d'une co-tutelle et du risque que cela représente au bon sens du terme. C'était aussi dans ce sens-là que je pensais les choses. C'est cette reconnaissance du monde du travail vis-à-vis d'une démarche qui est quand même spécifique, qui suppose un engagement, une volonté d'internationalisation et les compétences que cela permet d'acquérir. Voilà, alors il y a pas mal de questions qui sont arrivées pendant vos interventions et donc je passe la parole à Christiane pour vous les poser. Alors, une première question, c'est très pertinent dans ce temps où tout se passe en distanciel, en se disant que voilà, les congrès et les séminaires nationaux et internationaux, normalement, c'est ça, en fait, la mise en relation entre les jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comment est-ce qu'on peut repenser cela maintenant, dans ce contexte très particulier? Est-ce qu'il y a des outils?
Donc ça, c'est la première question. Je vous laisse volontiers répondre et après, on pourrait passer aux autres peut-être, si ça vous va. Peut-être Monsieur Bonvin, est-ce que vous... Bon, mon conseil aux jeunes chercheurs qui cherchent des thèses, des postes de thèse ou de co-tutelle serait de contacter directement les chercheurs qui les intéressent et ne pas d'attendre qu'il y ait un site web qui donne une liste de positions disponibles. C'est généralement trop tard. Donc, il faut faire un networking proactif. Ce serait mon conseil. Mais maintenant, bon, il y a bien sûr toutes ces conférences qui se font en ligne. C'est plus difficile. On manque la partie networking. On ne va pas aller poser des questions en buvant son café à un professeur. Donc ça, c'est quelque chose qui a disparu. Mais d'un autre côté, il y a tout plein de moyens qui se mettent en place pendant ces meetings qui sont en ligne pour justement générer des contacts. Donc on est, je pense, dans une phase de transition de ce côté-là. Mais de nouveau, mon conseil aux étudiants qui sont en recherche d'un poste de thèse, soyez proactifs. Regardez quels sont les domaines de recherche qui vous intéressent, quels sont les chercheurs qui font des recherches intéressantes dans ce domaine, et contactez-les directement. Nous sommes approchables. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup pour cette. Alors, on va peut-être poser d'autres questions. Je ne vais pas vous passer la parole sur chacune des questions. Comme ça permettra d'en poser plus. Est-ce que Christiane, vous voulez bien poser la question? Bien sûr. Et il y a notamment une question par rapport au rôle à jouer éventuellement par des instituts et institutions nationaux, par exemple NVO aux Pays-Bas. Est-ce que ce sera à eux de demander de mettre plus en valeur les co-tutelles de thèse, les co-directions de thèse? Bon, le NVO aux Pays-Bas et notre organisation, c'est l'ANR en France, en fait. Et je pense au niveau des financements, s'ils créeraient des financements qui permettent, qui sont dédiés aux co-tutelles, c'est clair que ça va stimuler les choses, mais il reste que l'administration doit être faite au niveau des universités, puisque ce sont les universités qui donnent à la fin le titre de doctorat. Donc, ça faciliterait, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyens de financement au niveau des co-tutelles qui est en place. Les chercheurs hollandais doivent avoir des bourses NVO pour pouvoir engager un doctorant, typiquement, ou bien des networks ITN. Et dans le cas de l'exemple de l'université de Leuven, maintenant, il faut que j'obtienne une bourse NVO et après, je vais aller faire une demande de co-tutelle. Donc, je vais faire 2 fois une demande de bourse, la deuxième fois avec l'argent dans la poche pour avoir 10 000 € de mobilité. Donc, si je regarde d'un point de vue de chercheur, de directeur de thèse, c'est beaucoup d'administration, beaucoup de paperasserie pour peu de retour. Donc, s'il y a plus de financement pour ce genre de co-tutelle, je pense que ça serait un stimulus important pour favoriser ça. Merci. Alors, je profite de votre intervention pour peut-être me faire l'écho d'une autre question qui a été posée par un chercheur de l'IRD qui dit sensiblement la même chose, qui dit une co-tutelle, c'est beaucoup de bureaucratie. Ça, c'est du point de vue du chercheur qui se dit, ou du directeur qui se dit, oh là là, il faut en passer par des étapes. Et alors, il pose la question assez intéressante du fait que à l'Université de Montpellier, dans son domaine, on demande un article publié au moment de la soutenance, alors qu'à l'Université Vrije d'Amsterdam, on en demande 5. Donc, il faut négocier tout ça en amont. Comment est-ce que vous gérez, Bibiane et Rachid, comment vous gérez effectivement ces différences de culture et ces différences de reconnaissance et comment vous les gérez en amont, j'imagine. Enfin, c'est pas au moment de la soutenance qu'il faut découvrir que l'université partenaire demande 5 articles alors qu'on pensait qu'il n'y en avait qu'une, qu'il n'y en avait qu'un à fournir, pardonnez-moi. Je peux peut-être commencer. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est en tout cas, chez nous, on a fonctionné comme ça. Donc, on a vraiment mis en place un bureau qui a pour objectif de simplifier au maximum ce genre de questions. Et donc, c'est ce bureau
qui va gérer toutes ces questions au départ. Alors bien sûr, parfois, ça recoupe des questions académiques. Là, typiquement, c'est vraiment une orientation stratégique de la part d'une université de demander qu'une publication, de la part d'une autre université de n'en demander que 5. Il y a des universités qui vont vraiment aller très loin dans la demande. Il y en a d'autres qui vont plutôt dire, ben non, on ne veut pas aller dans le publish or perish, et donc on va demander une publication qui soit évaluée par les pairs, etc. C'est déjà suffisant. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est dès le départ de fixer un maximum de détails sur l'entièreté du processus. Et là, les bureaux de doctorat, donc les personnes qui sont habituées à négocier des co-tutelles, sont une très bonne ressource parce qu'elles savent en général comment on a fait avec d'autres universités du même pays. Et donc, s'il y a des choses qui semblent être un frein, des lois, des règlements, etc., on est au courant que, je ne sais pas moi, aux Pays-Bas, il y a une obligation légale et puis peut-être qu'il y a une obligation d'une université. Et qu'en général, on peut jouer sur les règlements des universités, on peut les assouplir, mais que par contre, la législation, on ne peut pas l'assouplir. Donc, si on est habitué à signer des conventions très régulièrement, c'est par exemple, nous, c'est le cas avec la France, on connaît, à force, on connaît aussi la législation française, on sait ce qui peut être assoupli parce que ça relève d'une université et ce qui ne peut pas être assoupli. Et donc, je pense que les chercheurs doivent vraiment essayer de compter sur que ce soit des bureaux de doctorat, des services internationaux, etc., pour les aider dans cette simplification administrative et dans ce processus administratif. Mais je comprends que selon les universités, les soutiens, les supports sont peut-être un petit peu différents. Rachid, peut-être une réaction sur ce sujet? Oui, je ferai une réaction, mais j'avais aussi d'autres questions que j'avais lues, donc je fais une réaction un peu globale. C'est vrai que ça s'inscrit dans un exercice international. Même les sociétés, nous, on a CIFRE, ils ont pris connaissance et permettent aux doctorants de séjourner dans un autre pays. Donc, il y a comme ça une mutation qui s'installe. Et puis, dans le questionnement qui s'est posé, à la fois sur quand on demande une co-tutelle, combien je dois y rester, et l'exercice du financement, je ferai des réponses et je finirai par celle qui est posée. Quand est-ce qu'il faut demander une co-tutelle? On dit toujours avant ou pendant la première année. Ça, il y avait des jeunes qui avaient posé la question, ils sont en co-direction à ce qu'ils peuvent. Ben, sachez que normalement, avant la deuxième inscription, vous avez possibilité. Il y a un séjour minimum, il faut que ça soit effectif, cette collaboration. C'est 12 mois cumulés pour le système. Ça, c'est un minimum. Ensuite, si c'est 4 ans, ça peut être 2 ans, mais ça, c'est de la responsabilité du directeur de thèse. Et je reviens à l'histoire, à la responsabilité du directeur de thèse. Il se retrouvera toujours central. Il se retrouve central car il est initiateur du projet. Il se retrouve central car c'est dans son équipe de recherche et dans son exercice collaboratif. Il se retrouve central car il doit financer. Et heureusement, l'exercice de financement, c'est devenu des chercheurs, comme je l'avais parlé sur les deux, que c'est la directive Bologne ou les recommandations qui ont suivi. Il doit être financé. Il a un contrat. Et des fois, on se dit, oui, c'est trop de paperasserie ou de tracasserie. Je ne dis pas que c'est facile, puisqu'il faut tomber en compatibilité. Libby a raison. Il y a des personnes qui aident par leur expérience. Mais moi, je rajouterais un deuxième exercice. Si je suis directeur de thèse, j'ai qu'un financement. Quand j'ai exercice, je le découpe en deux. Ça me fait 2 doctorants, 2 cadres collaboratifs. Et du coup, au lieu d'avoir un chercheur, j'en ai 2. Et qui comptent de part et d'autre des pays et des universités. J'ai failli dire 1 égale 2, ça n'existe pas souvent. Dans ce cas de figure, il existe. Certains diront non, ce n'est pas 1 égale 2, il faut un travail supplémentaire. 1, quelque chose égale 2. Et du coup, je dis que la co-tutelle, en plus de tous ces points positifs, les textes permettent que ça compte 2 fois. C'est rarement le cas. Ensuite, dans les complications administratives, je concède, le chercheur a envie de faire la recherche, quand il fait la demande, il considère que tout est géré. On a tendance à revenir vers lui, car c'est lui, en définitive, qui devra, en partenariat avec son doctorant, accepter les questions des publications. Oui, chacun a un filtre en sortie, des prérequis, en plus de la formation doctorale, l'ouverture et autres. Il faut définir. Mais ça, c'est de la négociation. J'ai failli dire que ce n'est pas de l'exercice du directeur de thèse, mais on reviendra de toute façon vers lui, car c'est lui qui est le demandeur et c'est lui qui a le vécu en partenariat avec son co-directeur et le doctorant. C'est sûr, quand il s'engage dans la co-tutelle, il ne va pas travailler moins. Mais comme je dis, 1, quelque chose égale 2, c'est un exercice qui apporte au doctorant, qui apporte à la structure et qui apporte au directeur de thèse. Merci.
Merci. Alors, j'attends le dessin de Vincent Rive sur 1 égale 2, parce que je pense que c'est un bon sujet. Est-ce que je peux vous poser aussi une question qui m'a été suggérée par l'une des questions posées? Un doctorant disait, mais alors si on a une bourse, on n'a pas de contrat doctoral, enfin, bon, les modes de soutien et les modes de financement passent par des canaux différents d'un pays à l'autre. Bon. Mais derrière, je pense qu'il y a une question aussi intéressante, et là c'est le responsable du réseau Euraccess France qui parle, c'est les droits sociaux ouverts par les différents types de co-tutelle. Un contrat doctoral français ouvre des droits à la retraite. Est-ce que c'est le cas en Belgique? Est-ce que c'est le cas aux Pays-Bas? Est-ce que les équivalents sont faciles à déterminer? Et quelle est, ça c'est peut-être une question pour vous, Bibiane, dans le suivi de carrière, comment permettons aux docteurs, une fois devenus docteurs, voilà, de bénéficier et de pouvoir intégrer ces droits sociaux acquis dans sa carrière? Oui, donc en Belgique, le système est plus ou moins similaire. Donc, on répond aux critères européens de la Charte européenne du chercheur. Hein. Donc, nous avons ce qu'on appelle des bourses de doctorat. Donc, ça ne s'appelle pas contrat doctoral, mais bourse. Ce n'est pas au sens d'une bourse d'études comme on l'aurait au master, au bachelier, mais ce sont, en fait, c'est un revenu qui ouvre les droits au chômage, aux soins de santé, etc. Donc, en effet, on pourrait dire que c'est relativement similaire à un salaire. La différence, c'est qu'on ne paye pas d'impôts. Donc, voilà pourquoi on appelle ça bourse de doctorat. Donc, je confirme en effet que ça ouvre les mêmes droits qu'un contrat doctoral, au sens large en tout cas. Après, pour ce qui concerne, il faut savoir qu'il y a au niveau européen, et là je vais peut-être aller, nous on ne l'applique pas directement parce que les doctorants sont déjà très bien couverts, mais on garde une ouverture là-dessus. Il faut savoir que l'Europe est en train de promouvoir depuis quelques années un fonds européen de pension pour les chercheurs qui s'appelle ReSaver et qui a pour objectif d'être transportable, si vous voulez. Donc, vous venez avec votre petit baluchon de pension et vous pouvez le transporter d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les chercheurs, hein, donc là je parle des doctorants, mais également des post-doctorants et puis des chercheurs définitifs, hein, donc tout au long de leur carrière, vont souvent bouger plusieurs fois de pays, vont travailler dans plusieurs universités. Et l'Europe met sur pied depuis plusieurs années, promeut ce fameux fonds de pension qui devrait permettre à un chercheur de n'avoir qu'un seul fonds de pension unique, en fait, qui lui permette de bouger d'un pays à l'autre. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il y a certains freins. D'abord parce qu'il y a plusieurs types de systèmes de pension. Enfin, là, on ne va pas rentrer dans les détails. En général, il y a deux grandes façons de fonctionner. Et donc, pour certains pays, ce n'est peut-être pas encore la solution aujourd'hui la plus adéquate parce que parfois, on estime que le système de pension de notre propre pays est encore plus performant. Et donc, nous, pour l'instant, on ne s'est pas lancé là-dedans. Mais il faut savoir qu'il y a des initiatives européennes pour mettre en commun un certain nombre de bénéfices sociaux des bourses, contrats doctoraux, quel que soit le nom qu'on leur donne. Merci beaucoup de rappeler effectivement qu'il y a des instruments européens, ReSaver, bon, qui donnent un petit baluchon qui n'est pas toujours facile d'ouvrir dans tous les pays de la même façon, mais qui existe. Et puis, c'est important aussi parce que quand on est doctorant ou docteur, on ne pense pas nécessairement tout de suite à ses droits à la retraite, mais c'est une possibilité qui est offerte. Christiane, de nouvelles questions? Peut-être une petite information complémentaire sur ce sujet. Aux Pardon, Pays-Bas, oui. les doctorants sont des employés normaux comme quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise. Donc, ils payent des impôts, ils ont droit à toutes leurs prestations sociales et ils sont chers. Une thèse, 4 ans de thèse aux Pays-Bas, c'est dans l'ordre de 220 000, oui, 220 000 euros. C'est ce que nous obtenons des demandes de bourse. Donc, la co-tutelle, si on doit financer des étudiants qui vont venir de l'étranger pour 2 ans, il faut avoir plus de 100 000 euros en poche pour pouvoir le faire. Donc, les coûts des thèses sont très différents, je pense, entre pays. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi être très
qu'il faut savoir, parce que ce n'est pas seulement des problèmes administratifs, mais c'est aussi des problèmes financiers, je pense, quelque part. Merci. Christiane? Oui. Là, il y a un exemple d'un doctorant qui a commencé sa thèse, en fait, et au cours de son thèse, il se rend compte à quel point il passe plus de temps à une université néerlandaise qu'à Paris, où il est doctorant normalement. Et donc, est-il possible, pose-t-il comme question, en cours de thèse, de signer une convention de co-tutelle, si ce n'est pas décidé a priori? Donc, c'est pour vous donner encore un défi à résoudre. Je peux peut-être répondre sur cette question? On ne va pas pouvoir vous répondre précisément parce que les règlements dépendent d'une université à l'autre. Donc, dans certaines universités, on va vous obliger à vous engager dans une co-tutelle dès la première année de votre doctorat, ou en tout cas avant la fin de la première année de votre doctorat. Dans d'autres universités, c'est le cas à l'ULB par exemple, vous pourrez le faire à titre rétroactif, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que si vous arrivez à prouver que vous avez été co-encadré depuis le départ, on pourra, à titre rétroactif, signer une convention de co-tutelle, mais on devra bien sûr vérifier que vous avez rempli toutes les conditions. Donc là, il faudrait vraiment vérifier au sein des deux universités dans lesquelles vous travaillez, si c'est possible. Merci beaucoup. Peut-être parce qu'on approche de la fin de ce webinaire et cette table ronde, une question à chacun d'entre vous. Vous avez 30 secondes pour... non, je plaisante. Qu'est-ce qu'apporte un partenariat au niveau doctoral qui prend la forme d'une co-tutelle ou pas à votre université? L'apport institutionnel. Alexandre, est-ce que... Je ne le sais pas. Comme nous n'avons pratiquement pas d'expérience, du moins de mon côté et dans notre école doctorale, nous n'avons pas d'expérience, donc c'est difficile, je ne peux pas répondre à cette question. Vous nous disiez en préparation que vous aviez un partenariat avec KU Leuven. Oui, c'est mis en place maintenant, donc les demandes peuvent se faire maintenant. Donc il faut faire 2 fois des demandes de bourse. Il faut obtenir une bourse et puis après, il va falloir faire une demande pour obtenir les 10 000 € de mobilité. Donc, paperasserie serait ma réponse à ce moment-là, mais il faudra voir comment ça va se faire. J'imagine peut-être que ce sera plus facile que des étudiants de Leuven viennent à Utrecht que l'inverse. Parfait. Mais le futur nous le dira. C'est trop tôt pour y répondre. Rachid, apport institutionnel? Je pense qu'il y a toujours des points positifs, il suffit juste de les regarder et leur donner un coefficient qui dépasse les points négatifs. Quand les thèses sont beaucoup plus nombreuses ou quand on le souhaite, on a parlé des conventions individuelles, mais il y a ce qu'on appelle un deuxième accord supérieur qui est un Double Degree Agreement où les deux universités s'engagent sur un partenariat, puis un troisième chapeau qui est le MOU, le Memorandum of Understanding. Donc, on peut toujours s'inscrire dans une politique et ça apporte une émulation ou un encouragement. Et quand ceci est signé, ça facilite les négociations individuelles. J'ai regardé notre tableau pour Utrecht, désolé si je ne prononce pas bien, il y a 2 co-tutelles qui sont en cours d'instruction, j'espère que ça va converger. Et on en a 3, je crois, avec ULB. Donc, notre partenariat transfrontalier existe déjà. Et toute institution, soit par ses relations internationales, soit par la pérennité de l'interaction de la recherche, ça apporte à bien des égards. Merci. Merci. Bibiane? Oui, je vais compléter ce que dit Rachid, parce que c'est vrai que ça permet de renforcer, je dirais, les liens entre une université et l'autre institution partenaire. Et ça permet en plus, donc pour une institution et donc pour des services des relations internationales, ça permet de renforcer ces liens sans effort, je dirais, de l'institution, puisque ce sont les chercheurs eux-mêmes qui travaillent au renforcement de ces liens. Donc, c'est doublement intéressant et ça donne aussi une visibilité à ces collaborations internationales, puisqu'il y aura des publications, des conférences, etc., sur ce qui a été développé. Donc, je dirais que c'est un formidable outil d'internationalisation des universités avec un très faible, je dirais, un très faible besoin d'engagement des services des relations internationales, à part bien sûr faire la promotion de ces possibilités de co-tutelle.
et sont aussi des collaborations souvent à mettre sur pied assez facilement. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire et de cette deuxième table ronde. Merci à vous trois. Je rappelle, comme l'indiquait Madame Kayat au début de ce webinaire, qu'il y aura un deuxième événement les 17 et 18 juin prochains qui sera davantage orienté sur les rencontres, justement les relations entre laboratoires, chercheurs et écoles doctorales, voire pôle de compétitivité, ce qui est intéressant pour impulser des coopérations. Et ce sera toujours dans le domaine de la santé globale. Et donc, il est prévu qu'il se tienne en présentiel à Rotterdam. L'avenir nous dira si c'est possible, mais en tous les cas, notez déjà dans vos agendas ces dates des 17 et 18 juin. Et puis, avant de terminer, je voudrais aussi remercier les équipes de l'ambassade de France en Belgique et de l'ambassade de France aux Pays-Bas pour leur organisation et pour avoir rendu ce webinaire possible. Vous étiez près de 120 au plus fort de son déroulement. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci aux invités et puis bonne journée et bonne continuation. Au revoir.